Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et autrice. J'anime ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard, sur invitation de Darwin Nutrition. Comment soigner le plus naturellement possible les petits maux du quotidien que nous traversons tous à un moment ou à un autre de notre vie ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui, en faisant appel à des compléments alimentaires, à la phytothérapie, ou encore à des aliments bien spécifiques. Un numéro conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur santé au quotidien grâce à une approche naturelle, facile et efficace. Je reçois aujourd'hui Louise Stalleux, docteur en pharmacie et rédactrice santé. Après un tour du monde en sac à dos, elle a passé un diplôme universitaire à la faculté de pharmacie de Lille afin de se spécialiser dans la connaissance des produits naturels et des compléments alimentaires. Elle vient de sortir un livre, Se soigner au naturel, aux éditions One Health Media. De l'acné au syndrome prémenstruel, sans oublier le stress, les mycoses, les troubles du sommeil ou encore les troubles de la libido, ce livre propose pour chaque symptôme des solutions basées sur des produits naturels. Il donne également des conseils sur l'alimentation et l'hygiène de vie à adopter afin de soulager de manière globale et à long terme les troubles de santé du quotidien. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de devenir pharmacienne et pourquoi se soigner au naturel ? Pourquoi cette orientation-là spécifiquement ? Eh bien, j'ai toujours été attirée par le monde de la santé, par le fait de soigner. J'ai aussi toujours aimé ce côté un peu préparation, apothicaire que je voyais chez le pharmacien du quartier. Un peu potion magique. Exactement, les préparations et les remèdes un peu de sorcière. et donc voilà, avec le domaine santé qui me plaisait, finalement c'était la pharmacie qui me convenait le mieux. Et donc c'était assez du coup naturel d'aller vers cette voie. Et pour ce côté justement naturel, déjà petite, ma maman m'a toujours aussi soignée en complément des médicaments conventionnels par des tisanes de thym, du miel. Et puis plus tard, justement à la fac, j'ai eu des gros problèmes de peau atopique, d'eczéma, bon voilà, pas très glamour. Et les traitements conventionnels justement étaient efficaces, mais parfois trop efficaces, m'ont brûlé la peau. Et le fait derrière de me documenter, parce que j'adorais rechercher, lire des choses, je me suis essayée à un traitement plus global, justement, des huiles essentielles, adapter l'alimentation, mon hygiène de vie, parce qu'il y a aussi un côté très somatique, très psychologique aussi à des problèmes de peau. Et j'ai été impressionnée, et mes proches aussi, des résultats. Et donc ça a commencé comme ça, voilà, la prise en compte du global pour traiter. Ouais. Est-ce que, avant qu'on rentre peut-être dans le sujet, tu peux nous expliquer ce qu'est un complément alimentaire ? C'est quoi la définition ? Moi, je me demande toujours aussi à quel endroit ça s'arrête et ça commence. Alors oui, effectivement, bonne question. Les compléments alimentaires, ce sont des denrées alimentaires, et par définition, dont le but, c'est de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source de nutriments qui a des effets nutritionnels, physiologiques, mais pas thérapeutiques, contrairement aux médicaments. Donc la frontière, elle est assez fine et parfois un peu franchie par certains laboratoires, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc on va retrouver vraiment différents nutriments, des acides aminés, des minéraux, des plantes également, toute forme de substance naturelle qui peut être conditionnée sous forme de doses, sous forme de gélules, comprimés, gouttes, etc. Est-ce qu'il y a des précautions avant d'en utiliser ? Oui. Déjà, les femmes enceintes et allaitantes sont une population dite à risque, donc sans avis médical, jamais chez les femmes enceintes et allaitantes. Toute personne qui a un traitement médicamenteux, qui a une pathologie, là aussi, les compléments alimentaires peuvent interagir avec les traitements, peuvent perturber l'organisme, donc on fera toujours très attention. Et on a aussi les enfants, là aussi, on va toujours, dans tous les cas, que ce soit adulte ou enfant, évidemment favoriser la base, l'alimentation, l'hygiène de vie, et chez les enfants encore plus, on va vraiment limiter la prise après avis médical et vraiment au cas par cas. Jusqu'à 12 ans, tu dis les enfants, ou quand tu dis les enfants, c'est jusqu'à plutôt l'adolescence Jusqu'à 12 ans, après ça dépend aussi, il y a des critères de poids et de pathologie, mais jusqu'à 12 ans, oui. Moi je donne des oméga 3 à mon fils qui a 7 ans. Tu crois que je me trompe ? Non, tu ne te trompes pas. Après, si l'alimentation que tu lui donnes est suffisante en oméga 3,
Ouais. Ça peut être des cures ponctuelles, on va dire. C'est ce qu'on fait. Voilà, pour aussi améliorer peut-être la concentration, la mémoire, pour aider aussi à l'école, mais ça doit rester des cures. Tu parles aussi de donc se soigner au naturel, c'est aussi la phytothérapie, l'aromathérapie. Tu en parles dans ton livre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous rappeler aussi les définitions de ces deux concepts? Bien sûr. Alors, la phytothérapie, c'est l'utilisation thérapeutique des plantes et des extraits végétaux. L'aromathérapie, là, on va utiliser les huiles essentielles. Donc, ce sont des essences qui sont obtenues par différents procédés et qui vont et donc ces essences vont contenir des composés, des composés et des familles chimiques qui vont ensuite donner ces propriétés aux huiles essentielles. Et c'est très concentré? C'est très concentré. Donc, que ce soit les plantes ou les huiles essentielles, on va retrouver les mêmes précautions d'emploi que citées précédemment. Mais pour les huiles essentielles, justement, comme c'est très concentré, on va aller encore plus loin, faire encore plus attention. On va, dans tous les cas, sans abus médical, là aussi, surtout, éviter la prise chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les personnes asthmatiques, chez les personnes qui ont des antécédents de convulsions et également chez les enfants de moins de 7 ans, notamment pour la voie orale. D'accord. On va revenir juste après sur quelques exemples. Qu'est-ce que, selon toi, c'est quoi les meilleurs compléments, on va dire, de façon un petit peu générale pour commencer, ceux que on va dire ceux que tu as toujours dans ton placard ou que tu offres à tes amis quand tu les visites? Alors, meilleur complément, c'est pas forcément, c'est vrai que c'est chaque complément, le but de la supplémentation, c'est vraiment de se dire un complément pour une personne, d'adapter justement la supplémentation pour qu'elle soit justement bonne et qu'il n'y ait pas de mésusage. Mais effectivement, il y a quelques compléments, notamment les basiques dont on entend souvent parler, le magnésium. Souvent, on en parle partout, les publicités, etc. Mais pour cause, le magnésium contribue à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Il va participer au fonctionnement musculaire, neurologique. Il contribue à réduire la fatigue. Il contribue à contrôler la glycémie. Enfin, on pourrait passer des heures à parler du magnésium. Et pourquoi on en manque tant que ça dans notre alimentation? Parce que c'est l'un des premiers minéraux qui est puisé quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a une vie active. Et donc, on peut être déficient. Voilà, les carences sont rares, mais une déficience, un manque d'apport, là, sont extrêmement courants. Il y a peu d'études sur les compléments alimentaires, sur les minéraux, malheureusement. On a une vieille étude, vraiment elle est vieille, il y a 30 ans, mais c'est la dernière grosse étude qui a été faite. Elle est plus jeune que moi. Voilà, tout à fait. Où là, on avait effectivement observé que plus de 75% de la population française était déficiente en magnésium. Et je ne suis pas sûre que depuis l'alimentation ait pu compenser ce manque. Et moi, je me demande toujours, alors c'est le complément que je prends le matin, donc écoute, je suis très contente que tu en parles, mais je me demande toujours, est-ce que c'est assimilable? Parce qu'on a fait un numéro justement sur les aliments ultra transformés et Anthony Fardet qu'on avait invité disait beaucoup ce qui compte c'est la matrice. Donc on a des nutriments, des conducteurs et on a la voiture qui est la matrice. Donc en fait ce qui compte c'est d'avoir un aliment, d'avoir une pomme et peut-être dedans il y a un tout petit peu de magnésium et ça va être assimilé. Quand je prends ma gélule de magnésium avec peut-être un peu de vitamine B6, est-ce que je vais l'assimiler vraiment? C'est une question que je me demande. Alors, il a raison. Et c'est pour ça que justement l'alimentation restera toujours la base. Parce que oui, un fruit, la vitamine C sera mieux assimilée parce qu'on a les polyphénols qui y sont associés, etc. Et d'où aussi l'importance quand on se supplémente et qu'on veut apporter une dose quand même suffisante ou une petite aide à chercher et avoir une forme assimilable. Donc, quand on prend un complément alimentaire qui sont malheureusement les plus retrouvés avec des formes peu assimilées, mais au final, ça va finir aux toilettes, on va avoir un bel effet laxatif, et ça va s'arrêter là. Maintenant, les laboratoires... On n'assimile même pas 10% en fait. Si, on peut assimiler 5-10%, mais avec derrière des effets indésirables. Donc, on n'aura pas, en tout cas, l'effet, nous, physique, si on prend du magnésium pour être plus en vitalité, on ressentira pas l'effet. Ce sera pas suffisamment apporté pour que ce soit efficace. Donc, des laboratoires, maintenant, proposent des formes plus assimilables. Effectivement, ça ne remplacera jamais l'alimentation, mais ça peut déjà aider. Et là, on peut avoir effectivement une action. Alors moi, ma médecin aussi m'a conseillé de prendre du fer. Pourtant, je suis végétarienne et je suis pas en dessous de la limite, mais peut-être un petit peu quand même en dessous. Et en tant que femme active, non ménopausée, peut-être en carence, mais moi je le tolère pas du tout. Je tolère aucun fer qui se vend en pharmacie. Donc du coup, je prends de la spiruline en me disant, au sein de la spiruline,
pareil, je fais des cures, je prends pas en permanence, il y a un peu de fer et peut-être que je vais mieux l'assimiler parce qu'il est au sein de cette algue. Mais voilà, c'est peut-être des histoires que je me raconte. Non, pas du tout. Alors après, à voir la teneur en fer que contient la spiruline, si tu n'es pas carencé et que c'est en prévention, c'est suffisant. Effectivement, chez certaines populations à risque qui sont en carence, là, il faudra dans tous les cas prendre soit un médicament, soit un complément alimentaire à base de fer. Là, en prévention, la spiruline est suffisante. Et si tu ne tolérais pas, à mon avis, le complément alimentaire ou le médicament que tu avais dû prendre, c'est parce que la forme, pour le coup, était mal assimilée. Et maintenant aussi, il existe des meilleures formes, comme le gluconate de fer, par exemple, qui est mieux assimilé. Et malheureusement, en pharmacie, ce qu'on retrouve le plus dans les médicaments, parce que ce n'est pas cher, ce sont des formes très peu assimilées. Beaucoup de femmes enceintes prennent du fer et s'arrêtent en cours de cure, justement, parce que c'est mal assimilé. Et pour le magnésium, est-ce que tu as le nom de la molécule qui est le mieux assimilé ? On en a plusieurs. En ce moment, il y en a une à la mode. Elle est plus chère que d'autres, mais elle est bien assimilée. C'est le bisglycinate de magnésium. C'est un magnésium qui est chélaté, en fait. Justement, il n'est pas tout seul. On lui ajoute une glycine, un acide aminé. Et donc, il va être mieux transporté dans l'organisme. Et dans les basiques, donc on a parlé du magnésium, du fer, est-ce qu'il y a autre chose ? On a la vitamine D, on en parle aussi beaucoup. Mais la vitamine D, on peut également vite en manquer. On a 80% de l'apport en vitamine D qui est grâce au soleil. Donc pour le peu qu'on soit en plein hiver, qu'on ait peu d'apport alimentaire, qu'on vive en région peu ensoleillée, on peut manquer de vitamine D et c'est une base pour l'immunité, pour nos os, pour nos hormones, pour plein de choses. Et alors moi, une naturopathe m'avait conseillé de prendre les gouttes, comme ce que je donne à mes enfants. Donc moi, je fais la tournée de la famille tous les matins, 4 gouttes de vitamine D, plutôt que de te mettre une grosse dose tous les 3 mois. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors oui, il y a eu plusieurs études récentes et effectivement, une prise quotidienne est mieux assimilée et mieux tolérée par le corps qu'une dose trimestrielle qui donne un shoot de vitamine D à l'organisme. Au final, on a une grosse concentration qui du coup a du mal à être reçu par l'organisme et beaucoup est entre guillemets éliminé. Donc ça reste toujours indispensable pour certaines personnes qui ont vraiment un besoin là maintenant d'une grosse dose, mais si on peut le prendre en prévention et pour une carence pas critique, mieux vaut les gouttes qui seront mieux assimilées, effectivement. Et tu as déjà un peu répondu à cette question, mais je me demandais s'il fallait se supplémenter en permanence. Donc tu dis plutôt non, c'est plutôt des cures, sauf peut-être la vitamine D, sauf peut-être qu'on la prend pas l'été quand même. Exactement. Je préfère, moi, parler de cure ponctuelle et laisser aussi le corps se reposer et travailler tout seul. Mais il y a des situations et il y a des personnes qui nécessitent une supplémentation à l'année. La vitamine D, par exemple, ça peut être judicieux selon les régions. On a également les végétaliens, par exemple, qui vont manquer de vitamine B12, qui n'est apportée que par les produits animaux. Et donc là, c'est même fortement recommandé de se supplémenter à l'année. Mentionnons que les animaux sont supplémentés eux-mêmes en vitamine B12 et que comme on mange les animaux, on bénéficie de leur propre supplémentation et que si on mange pas de produits animaux, on se supplémente. Mais même les animaux sont carencés en vitamine B12. Je crois que ça vient d'une bactérie qui est au niveau de l'herbe et comme ils broutent moins et qui sont plus... alors, je crois que c'est ça et qui sont plus soumis à des aliments un peu justement transformés qui viennent de loin, plus sous forme de grains. On a moins de vitamine B12 qui était présente sur les bactéries dans l'herbe. D'accord, c'est dire. Oui, alors les principales carences en France, ce serait donc magnésium, vitamine D, un peu de fer. Ah ben oui, c'est ça. Moi, j'aurais dit oméga 3 énormément, mais... Oui, et oméga 3, c'est moins surveillé également. D'accord. On en parle moins. Et ce qui est aussi dommage, c'est l'alimentation, contrairement là à la vitamine D ou bon, si on va retrouver dans l'alimentation de la vitamine D, mais on peut plus vite être carencé malgré tout. Si on réussit à apporter dans l'alimentation les petits poissons, les huiles, on peut déjà avoir un taux, pas forcément toujours optimal, mais quand même une bonne base. Donc on n'en parle pas assez. Ouais. Et donc oui, on retrouve la carence en fer, la carence en vitamine D, la carence... ça dépend des populations ensuite. La vitamine B9 pour les femmes en âge de procréer et la fameuse B12 aussi, oui. Et pour les oméga 3, justement, donc tu dis les petits poissons, les huiles, on a fait un épisode sur le gras, donc je renvoie nos auditeurs à cet épisode. Le gras, c'est la vie. C'est les huiles type cameline, noix, lin et colza. Et pour les végétaliens, il existe maintenant des compléments, j'ai découvert ça, oméga 3, qui sont issus d'algues. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des oméga 3
du règne animal qui sont en fait plus complets que les oméga 3 du règne végétal dans les huiles, et issus d'algues, donc sans passer par le règne animal, sans manger de poisson en fait. Il existe des compléments comme ça. Oui, effectivement. Oui. Si on rentre dans les petits exemples, j'ai beaucoup aimé dans ton livre, parce que ça nous parle tous, je crois, tous ces, j'ai mentionné dans l'introduction, tous ces petits mots du quotidien qu'on rencontre forcément à un moment ou à un autre, et parfois on a peut-être un peu honte aussi d'en parler, donc c'est bien de l'avoir dans le livre. J'ai 3 exemples, si tu veux nous dire: fatigue et surmenage, infection ORL et syndrome prémenstruel. Voilà, quels sont tes 2-3 compléments ou huile essentielle ou tisane que tu conseilles pour ces 3 types de petits maux du quotidien? Pour la fatigue et le surmenage, pas la peine d'aller chercher une plante au fin fond de l'Amazonie. On recommence par les bases. On en parlait, le magnésium, un bon magnésium, bien assimilable. On a, oui, si, pour le coup, aussi une plante qui est intéressante, c'est l'éleutérocoque, qui est également appelé improprement les ginseng de Sibérie. Ces racines vont booster le système immunitaire et peuvent également interagir avec certaines molécules du stress et donc sont indiquées en cas d'épuisement. C'est une plante adaptogène? Oui, elle en fait partie. Spiruline peut-être dans fatigue et surmenage ou non? Tu le conseilles pas forcément? Oui, si, je conseille également. C'est une mine de minéraux et de vitamines, la spiruline. Il faut faire attention lors du choix de la spiruline. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment se tourner vers un achat après un conseil, parce que la spiruline va capter aussi beaucoup tout son environnement au final. Et si c'est une spiruline issue d'un laboratoire et pas très attention à la qualité des actifs et de l'environnement, on peut se retrouver avec plus pas d'effets indésirables. Voilà, il faut une bonne qualité. Donc, c'est vrai que la base, ça reste le magnésium. Et après, effectivement, la spiruline, oui. Infection ORL, oui, je te demandais. Alors, en prévention, la fameuse vitamine D, une cure au début de l'hiver. Et en traitement, on peut partir sur là aussi une plante qui est l'échinacée. L'échinacée qui, elle aussi, va favoriser l'immunité, qui est validée par les instances européennes de santé. C'est assez rare pour le dire, pas dans la prévention, mais dans la réduction des symptômes et dans la réduction des récidives. Donc on peut partir sur une semaine d'échinacée en infusion ou en extrait de poudre. Et j'aime bien aussi l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est antivirale. On a le Ravinzara, on en a plein, mais l'arbre à thé en spécifique, une goutte sur une cuillère à café de miel ou un morceau de sucre 3 fois par jour. Ou d'huile. Pour ne pas manger du sucre. Exactement. Moi, je mets du Ravinzara sur mes poignets et je frotte. Je fais pas une bêtise? Absolument pas. Et en plus, elle est très bien tolérée, donc aucun problème. Et le fameux syndrome prémenstruel, qu'est-ce que tu conseilles pour ça? On a fait un épisode spécifique aussi là-dessus, mais on est curieux d'avoir aussi tes lumières à ce sujet. Et bien là aussi, roulement de tambour, le magnésium encore et toujours. Des taux réduits en magnésium sont retrouvés chez les femmes qui ont un symptôme prémenstruel intense. Et donc là, on va l'associer avec la vitamine B6. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de compléments alimentaires qui associent les deux. La vitamine B6 va aider le magnésium à entrer dans les cellules, va aider aussi à la régulation hormonale. Une déficience en magnésium va effectivement perturber l'équilibre hormonal. Donc, il est important d'au moins avoir cette base. Derrière, on vérifie aussi son taux en vitamine D, parce que là aussi, ça joue sur la régulation hormonale. Et on peut penser aussi aux oméga 3, qui sont très importants pour justement le syndrome, on va dire, inflammatoire que va créer le syndrome prémenstruel. C'est bien, on retombe un peu sur les mêmes comme toujours, ça. Toujours, c'est des basiques, voilà. J'aime beaucoup, tu parles de ces questions qu'on n'ose pas poser en pharmacie. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ces questions et peut-être 2-3 pistes pour... C'est vrai qu'on se retrouve souvent face à des gens qui mettent 10-15 minutes à arriver au bout de leur problématique. Et c'est notamment toujours les mêmes mots, et notamment digestifs. Les ballonnements, la flatulence, les constipations, les hémorroïdes, la mauvaise haleine. Et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est des mots qu'on va tous avoir à un moment donné dans notre vie. On va sûrement en avoir un. Et les femmes enceintes, ils sont aussi confrontées énormément. Confrontées, notamment les hémorroïdes. Après la grossesse, une femme sur 2 va être confrontée. Et on a une alimentation qui permet de réguler ça. On a des solutions naturelles qui existent. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur quel sujet? Sur la constipation, on vient d'enregistrer un épisode sur les fibres, donc on a parlé du psyllium, tégument de plantain. Moi, j'ai jamais trouvé mieux.
On a résolu des cas très très compliqués de constipation avec ça, avec Hélène. Et sinon, le basique pruneau, c'est pas un complément. Mais... Bon, c'est justement ce dont je parle dans le livre, c'est le psyllium. Effectivement, le pruneau et les jus de fruits en général. On peut aussi parler de probiotiques, mais ça restera quand même une base, le psyllium. Et derrière, on peut aussi réguler la flore avec des probiotiques. Et derrière, ce sera une alimentation justement riche en fibres. Ce sera éviter la sédentarité. Voilà, le mouvement permet aussi de faire un massage naturel du tube digestif. Sur les hémorroïdes? Les hémorroïdes, on pourra parler de plantes vénotoniques, notamment le marronnier d'Inde et la vigne rouge, qui vont favoriser une bonne circulation locale et éviter les bouchons. Et sur la mauvaise haleine? Mauvaise haleine, on peut parler de l'huile essentielle de menthe poivrée, qu'on va prendre pour le coup en voie orale et qui va permettre d'avoir déjà un meilleur système digestif, donc une haleine une digestion meilleure, donc moins de mauvaise haleine, et qui en plus peut, parfois, la menthe poivrée peut aller jusqu'à la gorge, jusqu'à la bouche, et éviter cette mauvaise haleine. Parmi les dernières questions, est-ce que tu conseilles d'acheter ces produits? Quels sont les bons critères d'achat qu'il faut avoir peut-être en tête sur la composition? Est-ce que made in France ou pas? Les tests bactériologiques, tu l'as évoqué un petit peu, mais si tu peux nous redonner un peu les grandes lignes pour les achats? Alors effectivement, toujours privilégier des laboratoires français ou européens, puisque la réglementation est plus stricte et mieux contrôlée. C'est pour ça que quand on ne s'y connaît pas trop, mieux vaut aller en pharmacie, avoir le conseil d'un pharmacien plutôt que sur Internet, où on trouvera aussi de très bons laboratoires, mais là, il faut effectivement faire plus attention. Il y a beaucoup de compléments alimentaires qui viennent de l'étranger, qui sont moins contrôlés, et on peut retrouver vraiment des ingrédients problématiques. On fera attention aussi à la qualité des ingrédients. On en parlait, l'assimilation en dépend. Par exemple, pour un magnésium, si on trouve une boîte en pharmacie, ça a beau être en pharmacie, on aura une sécurité du complément, mais pas forcément une efficacité. Il faut faire attention. Si on prend un magnésium qui est à 3-4 €, on va retourner la boîte, on voit marqué oxyde de magnésium. Bah forcément, c'est pas cher, c'est une mauvaise forme. Et au final, ce sera peu assimilé. Donc, attention à la qualité. Si on ne sait pas, conseil du pharmacien. Ou alors, vérifier sur les sites internet déjà les mentions légales du site. Vérifier ce que raconte le site, si on peut contacter le fabricant, si effectivement on a une transparence sur les analyses microbiologiques. Tu en as parlé aussi un petit peu. Avant, dernière question, tes conseils de façon générale sur l'alimentation, l'hygiène de vie, pour éviter tous ces petits troubles. Donc, on a parlé beaucoup des compléments. Tu as parlé de bouger, pour la constipation en particulier. Tu as parlé de manger des fibres, d'avoir une alimentation équilibrée. Quelles sont les grandes lignes aussi de... Alors, les grandes lignes, ce serait ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire, on y revient toujours, donc des légumes crucifères qui vont apporter des minéraux, des fibres, qui vont aider à régénérer la flore intestinale, les fameux oméga 3, les oléagineux aussi, au lieu de prendre des petits goûters chaque jour un petit peu avec du sucre et des produits transformés, on part sur des oléagineux qui vont apporter des antioxydants et encore une fois les minéraux. Amandes, noix du Brésil, noix de Grenoble, exactement, noix de pécan, et les fruits secs également. On a l'abricot sec justement qui est très riche en fer, on en parlait tout à l'heure du fer. Et si on le prend avec de la vitamine C, on va faire que le fer non héminique, le fer végétal, va mieux être assimilé. Moi, je fais toujours, par exemple, lentilles vertes plus persil ou abricot sec ou figue avec jus une orange pour que la vitamine C aide le fer non héminique à rentrer. Tout à fait, ces associations sont très indiquées, oui. Et aussi penser aux épices, pour éviter le sel, on pense aux épices anti-inflammatoires, au poivre, au curcuma, au gingembre ou encore à la cannelle. Et on a fait aussi un épisode sur les épices. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous partager une recette que tu affectionnes, une recette pour être en forme? Alors moi, je suis très férue des petites collations, des petites boissons santé au quotidien. J'aime beaucoup aussi le café, qui a plein de vertus, mais quand on en prend trop, on peut perdre ses vertus. Et comme je viens du Nord, moi, j'aime bien la chicorée. Alors la chicorée, elle peut être très amère. La chicorée, c'est une plante qui a des vertus prébiotiques. C'est une fibre, donc qui est là aussi bonne pour la flore intestinale. Elle contient d'ailleurs des minéraux et du fer. On y revient. Et pour la rendre moins amère, moi j'en fais une petite, ce que j'appelle une chicorée latée. Donc je fais bouillir du lait végétal, n'importe quel lait, du lait d'amande, avec de l'eau. Je rajoute quelques épices, de la cannelle, un peu de clou de girofle, pas trop. Je laisse bouillir pendant 5 minutes. Je laisse reposer. Ensuite, je rajoute les graines de chicorée. Ça se trouve partout.
On les laisse infuser pendant 5 minutes. Et ensuite, on a la petite tasse, on rajoute encore un peu de miel si on le souhaite, un peu de cannelle, et on a une boisson qui est un peu régressive, qui est réconfortante et qui est surtout santé. Ça met l'eau à la bouche, et puisque tu en parles, écoute, je vais parler aussi de mes 2 boissons régressives. Il y a le lait d'or, je crois pas qu'on en ait parlé dans ce podcast, donc moi je mélange dans un petit bocal plein d'épices en poudre, donc curcuma, gingembre, cardamone, un peu de poivre pour que le curcuma passe mieux aussi, pas mal de cannelle, et j'en mets une petite cuillère, en fait il n'y a pas besoin de beaucoup, parce que c'est quand même assez fort, une petite cuillère dans moitié lait végétal, voilà, souvent avoine, et puis eau chaude, un peu de miel pour les gourmands. Et sinon, il y a ce qu'on appelle le cacao. Pareil, alors on mélange du cacao sans sucre avec un mélange d'épices qui va être cannelle, curcuma, poivre, on va dire une touche de cardamone éventuellement ou de clou de girofle. Et puis pareil, une belle cuillère avec du lait végétal et de l'eau. Ah, ça, c'est parfait. C'est 2 boissons qui sont santé, anti-inflammatoires et en plus qui sont délicieuses. Et ça permet de pas boire 5 cafés dans la journée. Exactement. Merci beaucoup, Louise. Merci, Louise. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci à Louise de nous avoir guidés aujourd'hui. Merci à Mathieu à la technique, Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires. Nous ferons bientôt par ailleurs un épisode avec les questions des auditeurs. N'hésitez donc pas à les adresser sur le site de Darwin, à la rubrique Contact ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt.